du festival. On est presque à l'heure. Je dis bien presque, pardon encore. Donc, petit changement de dernière minute. Comme vous devez le savoir, Achille Mbembe n'a pas pu décoller d'Afrique du Sud à cause des conditions Covid de la France, puisque la France ayant été considérée par l'Afrique du Sud comme un pays hautement à risque, il se retrouvait avec une longue quatorzaine à faire au retour. Donc il n'a pas pu être avec nous. Et Benjamin Stora a des petits problèmes de santé, donc il ne pouvait pas non plus être avec nous aujourd'hui. Pas grave. Donc Catherine, et je la remercie 1 milliard de fois, va remplacer à la fois Achille Mbembe et Benjamin Stora, ce qui est l'un des plus grands exploits. Mais Nicolas Bancel est arrivé en assistant également. Donc merci à vous deux en tout cas d'être avec nous. Je vais vous présenter bien entendu. Je ne présente plus Lilian Thuram pour ceux qui l'ont écouté ce matin, et Sandrine Lemaire, qui est la 3e co-auteure avec nous de ce très beau livre Décolonisation française, qui a inspiré le livre, la conférence d'aujourd'hui avec Nicolas Bancel, qui est sorti cette année. Et donc moi, pour une fois, vous serez heureux, je ne serai que le questionneur et non pas parmi les intervenants. Ne rigole pas, Lilian, quand je dis ça. Hein. Je sens que tu as un petit doute dessus. Lilian Thuram, vous le connaissez, ce matin il est intervenu, beaucoup d'entre vous ont dû aller l'écouter, il a fait de nombreux ouvrages, on reviendra tout à l'heure sur le tout dernier qui vient de sortir, La Pensée Blanche, que tu présentais ce matin, mais c'est vrai que c'est ton 6e livre, je crois. Tu ne le sais pas. J'ai ma fiche, c'est ton 6e livre, qui vient de sortir il y a quelques jours, donc on essaiera de faire aussi le lien dans le cadre de la conférence autour à la fois de l'héritage des colonisations, et de ton travail et de ton point de vue sur la question. Nicolas Bancel, je crois que ça fait quelques années qu'on se connaît. On a fait quelques livres ensemble. Je suis Pascal Blanchard, merci. Et yes, donc plus d'une 50aine d'ouvrages. Et le dernier, donc je le disais, Décolonisation française, la chute d'un empire, aux éditions La Martinière, qui a été aussi un des historiens conseils de la série que certains d'entre vous ont peut-être vu mardi sur France 2, et de nombreux ouvrages, L'invention de la race, Rupture postcoloniale, La fracture coloniale, avec Sandrine et moi, ou Les os humains, avec Sandrine et moi. En fait, sans nous, il n'aurait rien fait, hein. T'es d'accord? Sandrine Lemaire, historienne, agrégée, qui depuis maintenant de nombreuses années, nous travaillons ensemble sur beaucoup d'ouvrages, notamment toute ta série que tu as fait sur culture coloniale, culture impériale, culture postcoloniale. On a travaillé aussi sur l'histoire de l'Empire et ses imaginaires avec Éric Dereau. On a travaillé ensemble sur de nombreux livres, dont Fracture coloniale. Je crois que j'en ai oublié quelques-uns, mais tu auras le temps d'y revenir. Et enfin, Catherine Kokrivitrovitch. En gros, nous ne serions pas là si nous n'avons pas eu des professeurs comme toi. C'est ce qu'on appelle le passage de génération. Merci. Non, mais nous le savons parce que tu as été parmi de ces professeurs comme Jean de Vis et d'autres, et Benjamin Stora, des gens qui nous ont permis à notre génération d'être les historiens qu'on est aujourd'hui. Donc merci d'être parmi nous. Je ne citerai pas non plus tous tes livres. Pour ceux qui ont vu cette très très belle série sur les routes de l'esclavage, c'est l'ouvrage que tu as publié au même temps que la sortie sur Arte de cette très belle série en 4 volets, qui a certainement été un des films majeurs de ces dernières années pour revenir sur ce qu'a été l'histoire, le récit, la longue histoire de l'histoire de l'esclavage. Donc ton livre qui est sorti chez Albin Michel, une vraie référence. Être esclave, Afrique-Amérique à la découverte en 2013. Grande maison d'édition qui publie toujours de très bons livres, nous le savons, parce que nous y sommes ensemble. Et plein d'autres livres, et notamment, tu es la grande historienne de l'Afrique. Et je dois dire que si nous sommes aujourd'hui ici en tant qu'africanistes, nous te le devons. Et donc merci d'être là. Et bien sûr, cette somme que tu avais fait sur la France coloniale, qui est un des, je dirais, en collectif, avec Ageron, Toby, certainement un des premiers grands livres qui faisait le bilan de l'histoire de la colonisation et des décolonisations. Un livre référence qui a permis à des tas d'étudiants de plonger dedans. Donc tous les 4, j'allais dire tous les 5, mais je me mets en extérieur. Toi, tu me regardes avec des yeux bizarres, Lilian, comme si j'allais te poser la première question. Si, je te sens. De toute façon, tu as voulu réécrire toutes les questions. Donc, on va essayer de commencer. Nous sommes au 60e anniversaire des indépendances. L'événement a fait peu d'écho en France, en termes, bien sûr, aucune commémoration, l'inverse aurait été étonnant, mais il n'y a pas eu un écho énorme. Donc, je vais commencer par toi, Sandrine, tu es à ma droite. Donc après ce bon repas où tu as bien mangé à midi, hein, tu vas arriver à... C'est toi qui vas devoir nous réveiller tous et nous donner cette dynamique. Dans l'ouvrage qui vient de sortir des colonisations françaises, en gros, l'ouvrage est décomposé en 4 parties qui correspondent aux 4 moments de cette plus longue guerre du XXe siècle que la France va connaître. 25 ans de conflit. 4 parties, je les rappelle, l'ébranlement, l'embrasement, la fracture, la rupture chronologique, qui trace de 1943-44 jusqu'au milieu des années 60, un basculement de l'histoire coloniale française. Est-ce que tu peux expliquer ces 4 temps
ces moments, cette dynamique qui est dans le livre et qui est celle des indépendances. Tu as un micro devant toi. Oui, alors bonjour à tous et merci encore d'être présents pour venir effectivement nous entendre sur cet ouvrage. Alors plutôt que d'expliquer les 4 temps, parce que je pense qu'il vaut mieux le lire pour essayer de les comprendre, je vais essayer d'expliquer pourquoi on l'a pensé comme cela et quels sont les enjeux de cet ouvrage. Concernant les enjeux, en fait, on essaye de montrer, et pour l'enseigner, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignants parmi vous, vous savez qu'on enseigne ces décolonisations de manière très parcellaire, donc on fait la décolonisation de l'Algérie et puis globalement de l'Afrique noire française. Et pour le coup, ce qu'on essaye de montrer dans cet ouvrage avec Nicolas et Pascal, c'est qu'en réalité, il faut le penser comme une décolonisation globale, et donc comme un tout. Et donc ces 25, 30, voire un petit peu plus, si on passe effectivement les décolonisations les plus connues, sont un tout marqué par les violences et notamment par la guerre. Et donc l'un des enjeux de cet ouvrage, c'est d'essayer de montrer que finalement, il s'agit de la plus grande guerre, la plus longue guerre en tout cas, que la France ait dû connaître au XXe siècle. Contrairement à ce que l'on peut penser, où on affiche toujours effectivement la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui sont des conflits entre guillemets plus classiques parce que contre un ennemi commun. Alors c'est plus facile pour la Première Guerre mondiale, l'ennemi c'est l'allemand, donc on l'enseigne facilement. Et ça a été beaucoup plus compliqué pour la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a eu une guerre civile avec des Français qui se sont battus contre des Français. Et ce que l'on essaye de montrer dans l'ouvrage, c'est que pour les décolonisations, c'est extrêmement compliqué et que pour le coup, on a du mal, effectivement, à revenir dessus sereinement. Donc ça, c'est un des enjeux de l'ouvrage. Alors pourquoi c'est séparé en 4 parties, même 5, on essaye de rythmer justement à des fins pédagogiques, parce que tout ce travail que l'on a fait dans cet ouvrage n'est pas un travail de recherche en soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et Pascal rendait hommage à Catherine Cockry-Widrovitch, et j'en fais partie, on oublie aussi Aniré Goldzeger et bien d'autres. Cette histoire des décolonisations a été défrichée soit par des historiens qui ont été nos enseignants, mais aussi par des plus jeunes aujourd'hui qui sont nos étudiants. Et donc, c'est ce travail défriché qu'on a essayé de synthétiser, ce qui n'est jamais facile. Vous trouverez nécessairement des oublis, nécessairement des manques dans cet ouvrage, mais qu'on a essayé de synthétiser pour, et ça je pense que c'est un des grands volets de notre travail depuis 25 ans, essayer de le mettre à disponibilité de tous. Essayer que chacun puisse lire cet ouvrage, que cet ouvrage soit accessible, que cette histoire soit accessible à tous, que cela donne envie même d'aller plus loin. Alors pourquoi il est divisé en 4 parties ? Parce qu'on a essayé de rythmer cette histoire justement en 4 temps de ces décolonisations, au moment où, de la Deuxième Guerre mondiale, où les colonisés de cette période se rendent compte que la France ne tient pas ses promesses, et puis cet emballement, pour aller vite, jusqu'aux années 1962. L'idée, c'est également de montrer, et après je passerai la parole à mes petits camarades, mais l'idée, c'est également de montrer que cette histoire s'inscrit nécessairement dans une histoire beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Ça n'étonnera personne sur les historiens qui sont ici, réinscrire l'histoire dans son contexte, mais l'histoire notamment de la guerre froide, on ne peut pas comprendre les décolonisations sans comprendre l'histoire de la guerre froide et l'impact que cela a pu avoir pour une grande partie de ces décolonisations, mais aussi de prendre en compte le contexte national, aussi bien dans la gestion des politiques, et là toute la classe politique, c'est ce qu'on essaye de montrer, toute la classe politique française est concernée par cette histoire, donc par des prises de position, par le poids des représentations aussi qui ont été véhiculées pendant la période coloniale, à savoir... En gros, ces colonies, elles réclament leur indépendance, mais il n'est pas encore tout à fait temps, parce que ce sont de grands enfants qu'il faut encore civiliser, n'ont pas atteint le paroxysme de la civilisation que représente bien entendu la France. Et donc c'est toute cette histoire entremêlée qu'on essaye de mettre à portée de chacun à travers ces 4 temps, qui sont marqués par une ouverture avec de grands
textes généraux qui replacent tout dans le contexte. Et puis à l'intérieur de ces 4 moments qu'a rappelé Pascal, l'idée de focus en double page, soit sur un événement, soit sur un personnage, soit sur un fait précisément, un discours également, et où on essaye d'avoir l'effet miroir, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les décolonisations vues depuis la France, mais les décolonisations vues aussi depuis les indigènes, ce qu'on appelait les indigènes, qui essayent effectivement d'obtenir leur décolonisation. Très belle synthèse, Madame l'enseignante. Derrière vous, vous voyez les images qui sont projetées sont celles qui sont issues du livre et qui, comme vous le voyez, charpentent justement année après année. Et souvent, le livre aussi a un gros découpage chronologique. Et on le voit dans ces images, Nicolas, depuis tout à l'heure, l'omniprésence de l'Algérie. L'omniprésence de la présence française et du malaise dans la mémoire et dans l'histoire depuis, parce que la question algérienne semble dominer. Pourquoi est-ce que dans la décolonisation de l'Empire français, l'Algérie a autant clivé à l'époque et après? Quelle est la place que représente l'Algérie? Et quelque part, on a le sentiment que toutes les décolonisations se résument à la question algérienne, et on le voit bien dans le film qui a été projeté mardi, enfin dans les 2 films, et dans l'ouvrage, que c'est plus complexe. Et pourtant, c'est l'Algérie qui semble être le nœud gordien de cette histoire. Oui, alors je crois que, comme l'a rappelé Sandrine, l'un des mérites peut-être du livre, c'est de montrer qu'il y a une multiplicité de conflits dont beaucoup sont ignorés en fait du grand public. Le Cameroun, par exemple, la guerre du Cameroun en 1955, je ne suis pas sûr que tous les auditeurs ici la connaissent ou la connaissaient. Et l'Algérie a focalisé effectivement l'attention de toute la France, en fait, pendant des années. Dès 1955, ça devient vraiment un sujet absolument central de la vie politique. Et ça va effectivement occulter un peu tout le reste. Alors pourquoi c'est si important et pourquoi l'Indochine n'a pas ce statut finalement, puisqu'on a une guerre meurtrière également, qui est aussi longue que la guerre d'Algérie, mais qui n'a pas cette résonance en France, pour des raisons qui sont assez simples à comprendre. La première raison, c'est que c'est un conflit lointain. La Méditerranée, c'est juste à côté. L'Algérie, il suffit de traverser la Méditerranée. Deuxième raison, c'est le fait que, comme vous le savez, pour l'Algérie, on a des appelés. Et ça, c'est absolument fondamental parce que vous allez avoir plusieurs centaines de milliers d'appelés qui vont être appelés chaque année à combattre en Algérie ou à retourner en France. Ça veut dire que chaque foyer en France est concerné d'un point de vue émotionnel, charnel, par cette proximité avec les gens qui font la guerre et qui la ramènent chez eux, même s'ils n'en parlent pas, mais et ils ne parlent pas de leur expérience. Mais la guerre, donc, elle est au cœur des foyers. Troisième explication de cette omniprésence de l'Algérie, le fait que la France devient aussi un espace des combats. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à partir de 1957, notamment, et puis pendant toute la période suivante, la 7e wilaya, la France, va être partie prenante du conflit avec de très nombreux attentats du FLN. Et également en France, la lutte impitoyable entre le FLN et le MNA, qui va faire d'ailleurs plus de morts que les attentats FLN contre des forces françaises. Et donc ça, on est rythmé en fait en France, et sans doute Catherine aurait sans doute un témoignage là-dessus, on est rythmé par le son des bombes en quelque sorte. C'est absolument... toutes les semaines, il y a des attentats. Donc ça, c'est évidemment une raison aussi qui fait que l'Algérie est fondamentale dans le processus de décolonisation et pourquoi on focalise sur l'Algérie. Puis la dernière raison, là aussi vous la connaissez, elle est tout aussi fondamentale, c'est le fait qu'on a à peu près 800 000 Européens en Algérie, souvent qui n'ont qu'un lien très lointain avec la France, mais qui sont considérés comme des compatriotes. On n'est pas dans le cadre de colonies ou de mandats, on est dans le cadre de départements, donc ces gens-là sont des Français. Et de fait, mon analyse, c'est que toutes ces raisons font que l'Algérie est un enjeu absolument essentiel pour que la France puisse maintenir un semblant de puissance. C'est-à-dire qu'on veut bien abandonner quelques autres territoires, mais l'Algérie, on va mettre très longtemps à pouvoir se convaincre que quelque chose est possible de l'ordre de l'autonomie ou de l'indépendance. Il faudra attendre 1959, je pense, si on suit la prise de conscience de Gaulle, avant que cette perspective ne devienne possible. Donc voilà pourquoi, à mon avis, l'Algérie, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental dans le présent? Tout simplement parce qu'on a encore très mal, je dirais, déconstruit cette période-là. Alors les historiens l'ont fait, on a des tas d'ouvrages, mais c'est encore
un sujet extrêmement douloureux, difficile, parce qu'il y a un arrière-plan social à la guerre d'Algérie qui correspond à une situation actuelle. Vous avez des 7, 8, 9 millions de personnes qui sont directement liées à l'histoire de la guerre d'Algérie en France. Vous avez les harkis, ces grands oubliés de la défaite française. Vous avez bien sûr les pieds noirs, 800 000 personnes qui sont revenues, c'est quand même pas rien comme exil et comme drame. Et puis vous avez bien sûr les immigrations algériennes, coloniales et postcoloniales, qui elles aussi sont liées à cette histoire. Et je pense que ce caractère, comment dire, de déni, de non-dit, ce point aveugle algérien qui n'arrive pas à être dénoué, qui vient aussi de la difficulté des acteurs à prendre la parole. Raphaël Branche vient de faire un ouvrage justement sur l'ouverture de ces paroles des anciens appelés ou d'officiers ou sous-officiers en Algérie. Tout ça fait qu'on est face à un nœud qui est extrêmement sensible et auquel le pouvoir politique, je pense, tarde et craint de s'attaquer parce que c'est explosif en fait. Il y a la crainte voilà, d'une forme de réaction communautaire, si je peux prendre ce terme que je n'aime pas beaucoup, mais qui fait que l'Algérie est donc un problème toujours brûlant et qui occulte cette incroyable épopée des guerres coloniales et cette violence continue, comme l'a décrit Sandrine, qui montre que la France, entre 1945 et au moins 1959, par différents moyens qui ne sont pas que la guerre, je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus, a voulu conserver son empire. On a navigué à vue et on l'a perdu contre notre volonté, ça c'est certain. Merci Nicolas. Catherine, on est au 60e anniversaire de la majorité des pays d'Afrique subsaharienne et de Madagascar, à part la Guinée qui a été indépendante plus tôt, et les Comores et Djibouti plus tard. Mais 1960, c'est la majorité des États qui deviennent indépendants dans ce qu'on appelle l'Afrique française, l'Afrique noire, comme diraient certains. En quoi c'est une rupture majeure et en quoi ça a été peut-être cet enchaînement? On voit bien que l'histoire de l'Afrique noire n'est pas celle de l'Algérie. Les conflits qui vont s'y passer, les négociations, les programme de réforme, la fin des indépendances. Dans l'imaginaire de beaucoup, c'est une décolonisation pacifique. Non, pas du tout. Mais, bien sûr, vous voyez ma réaction immédiate, mais je commencerai quand même par remercier mes collègues des compliments exagérés qu'ils ont fait tout à l'heure. Je n'étais pas tout seul, mais c'est vrai que nous étions parmi les premiers, pas les premiers, mais parmi les premiers à vouloir connaître cette histoire, en particulier de ce qu'on appelait effectivement à l'époque l'Afrique noire et qu'on appelle maintenant l'Afrique subsaharienne. C'est aussi discuté, mais c'est plutôt un peu moins discutable que l'expression précédente. Alors, les événements décisifs, il y en a beaucoup. Et pour ne pas les oublier, je les ai notés sur un papier et je vais donc tout simplement les énumérer parce que toutes ces dates sont des signaux importants pour nous, historiens. On les repère, mais les Français de France ne les ont pas entendus. Et c'est un des étonnements, si vous voulez, des historiens, de voir à quel point les Français de la France métropolitaine étaient dans l'ensemble sourds à ces signaux qui étaient pourtant très forts. Alors, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je vais aller vite. Il y a tout d'abord les débuts de l'ONU, l'Organisation de l'Unité africaine. Excusez-moi. Bon, j'ai un trou, enfin l'ONU, quoi. Oui. Avec un concept tout à fait nouveau qui apparaît à l'époque, qui est la notion d'aide aux pays sous-développés. Ça émerge pendant la guerre, ça va se prononcer après, et ça va être un facteur décisif pour le désengagement de la France, enfin du gouvernement français, des colonies. Vous avez côté africain, entre 1944 et 1947, la jeunesse du grand parti indépendantiste, de Rassemblement démocratique africain, dans toute l'Afrique occidentale française. Tous, justement, ça a été un des avantages d'une fédération d'Afrique occidentale, c'est qu'ils étaient tous en correspondance et qu'ils ont tous adhéré, au moins un moment, à l'idée de la lutte pour la marche vers l'indépendance. 1947, c'est une date fondamentale avec l'indépendance de l'Inde. L'indépendance de l'Inde, c'est la fin, vraiment,
de l'Empire britannique. Les Britanniques, tout au long du XIXe siècle, ont déjà rendu indépendance leurs colonies, ce qu'on appelait les colonies blanches, c'est-à-dire les colonies de peuplement de colons britanniques. Et l'Inde, c'était la perle de l'Empire, c'était la fierté tropicale de la Grande-Bretagne. L'indépendance de l'Inde en 1947, pour les gens qui avaient un petit peu des notions, des idées de prospective, c'était la fin des empires. C'était vraiment marqué. Et les Français n'ont pas compris du tout. Parce qu'ils ont eu besoin, eux, de 3 guerres coloniales pour arriver à la même conclusion. Alors, 1947 également, c'est la loi Houphouët-Boigny, côté français, loi Houphouët-Boigny d'interdiction, de suppression du travail forcé. Alors, on peut discuter sur les effets, sur les raisons, etc. N'empêche que c'était aussi la fin d'un emploi abusif de la main-d'œuvre coloniale en 1947, et par conséquent la genèse de ce qu'on a appelé le cartiérisme, qui apparaît dans les années 50 avec le journaliste Raymond Cartier qui va publier pour le grand public à partir de 1955. Alors on lui attribue une phrase qu'il n'a pas dite, mais il en a dit d'autres du même genre, plutôt la Corrèze que la Zambèze, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va dépenser beaucoup d'argent dans les colonies justement pour l'aide aux pays sous-développés, alors que nous avons des régions sous-développées en France. Et ça a été un facteur très important pour une partie de l'opinion française. 1952, alors très important aussi, c'est le Code du travail outre-mer. Il n'y avait pas de Code du travail outre-mer. Le Code du travail outre-mer est obtenu par des luttes syndicales fortes de la part des syndiqués ouest-africains en particulier. Et le Code du travail est très proche du Code du travail français. Donc on ne peut plus surexploiter les travailleurs coloniaux comme on pouvait le faire avant, pratiquement sans contrôle. Et puis vous avez les ententes internationales, enfin, ce qui se passe sur le plan international. 1954-55, c'est Bandung, la grande réunion des pays du tiers-monde. La notion apparaît à ce moment-là, avec Tito, Nasser et Nehru, c'est-à-dire des pays indépendants qui convient les autres pays indépendants de la plupart anciennes colonies pour... Et Bandung est fondamental parce que c'est l'internationalisation des débats. Et ça, c'est avant l'indépendance. 56, alors côté français, c'est ce qu'on appelait la loi de fer, qui décide le suffrage universel outre-mer. Le suffrage universel n'existait pas. Et c'est un vrai suffrage universel. Bien sûr, il y a eu des trucages, mais enfin, officiellement, y compris les femmes, puisque les femmes votent en France depuis 1944. Donc, c'est une différence avec la lutte des suffragettes côté Europe. Les femmes africaines n'ont pas eu à lutter pour avoir un suffrage qu'elles n'avaient pas alors que les hommes l'avaient. Personne ne l'avait, enfin, je simplifie, et par conséquent, elles l'ont eu en même temps que les hommes. C'est-à-dire que l'on va enfin légalement entendre la voix des colonisés. 1957, évidemment, c'est le début vraiment des indépendances des pays d'Afrique subsaharienne, avec l'indépendance du Ghana. La Gold Coast, la colonie de Gold Coast britannique devient Ghana. 1958, c'est le nom de la Guinée au référendum de De Gaulle, qui va marquer véritablement une marche accélérée vers les autres indépendances. Ça a été le nom de Sékou Touré a entraîné la succession des indépendances francophones en 1960. Et puis, je l'ai cité tout à l'heure, évidemment, 3 guerres coloniales. La 4e République on ne comprend pas l'histoire de la 4e République si on ne l'intègre pas complètement dans l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. La 4e République commence avec la guerre d'Indochine, 1946-1954, et elle se termine avec la guerre d'Algérie, 1954-1962, et puis la guerre oubliée, la guerre tue
non pas oubliée du côté camerounais, mais gardée sous cloche totalement et redécouverte par un travail remarquable d'un historien et d'un journaliste il y a une dizaine d'années, Guerre du Cameroun entre 1955-56 et 1962, parce qu'elle se prolonge après l'indépendance du Cameroun en accord entre le nouveau président et la France. Alors, tout ceci est connu. En particulier, l'historien américain Fred Cooper a épluché toutes les archives parlementaires et d'autres de l'époque, et il a montré très clairement, archives en main, que les indépendances n'ont pas été octroyées par la France, comme on l'a enseigné pendant des années et qu'on continue probablement à l'enseigner. Elles ont été durement négociées de part et d'autre. Et le tout est d'arriver à un compromis qui a mécontenté les deux parties. Enfin, les deux parties, il y avait plus que deux parties, parce qu'il y avait des avis différents du côté France et des avis différents du côté Afrique occidentale, en particulier un grand désaccord entre Houphouët-Boigny et Senghor. Mais il s'agissait dans les deux cas de députés au Parlement français, considérés comme des citoyens français de ce fait, et qui connaissaient parfaitement bien le droit. Et lorsque l'on regarde toutes les archives parlementaires et les archives diplomatiques de l'époque, on s'aperçoit que le combat a été extrêmement rude entre tous, et que d'une certaine façon, le marchandage a été long et douloureux de chaque côté, et comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois un succès et un échec de chaque côté aussi. Et ça n'a rien d'une indépendance octroyée. Mais il y a une rupture majeure, néanmoins, qu'a apporté l'indépendance. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que l'indépendance n'a pas apporté grand-chose, que finalement, après l'indépendance, les intérêts économiques étaient les mêmes, etc., etc. Ça a apporté une différence malgré tout fondamentale, même si elle est restée en partie théorique, c'est le concept de souveraineté nationale. Ce ne sont plus des territoires soumis, ce sont des États indépendants souverains. Alors en principe, évidemment, mais il n'empêche que sur le moment, il faut penser le succès extraordinaire que ça a représenté. Il y a un film en particulier qui montre, on l'a très peu filmé du côté français, mais du côté ghanéen, on a des séquences extraordinaires du discours de Kwame Nkrumah à l'indépendance en 1957. C'est une joie extraordinaire de tous les peuples et de tous les dirigeants qui croient. Ils se trompent, évidemment, l'avenir dira que c'était beaucoup plus difficile que ça, mais que tout va arriver, que tout va changer grâce à l'indépendance et grâce précisément à cette souveraineté. D'où le nom, d'ailleurs, d'où le surnom donné à ces dirigeants qui, très souvent, ont commencé par être des gens radicaux, des gens de gauche, qui, plus tard, sont devenus souvent des dictateurs, mais enfin on n'en est pas encore là, les pères de l'indépendance. C'est quelque chose qui a été très important dans l'historiographie africaine. Merci. À vous trois, vous avez quand même dressé en 12 minutes le temps des indépendances. Il nous aurait manqué l'Indochine, qui est l'une des premières parties de l'ouvrage, qui est aussi un des derniers chocs. Celui-là, il est beaucoup plus perçu au sein de l'institution politique et de l'armée, puisque c'est la perte des colonies asiatiques, puisque vous savez que l'Indochine s'accompagne de la perte des comptoirs des Indes. Et d'ailleurs, de manière assez synchronique et assez étonnante, le jour où on baisse à Chandernagor le drapeau français dans la nuit, le 30 octobre, la Toussaint Rouge va démarrer en Algérie, la fin de l'Asie va déclencher le long conflit algérien. Donc vous voyez le panorama qu'on vient de proposer. Je vais poser une question totalement transversale à Lilian Thuram, parce que tu m'as demandé de tout petit peu de modifier la question, donc je vais te la modifier un petit peu plus même que ce que tu m'as demandé. Est-ce que c'est la fin de la pensée coloniale ? Le temps de décolonisation, puisqu'on vient de le dire, il y a eu négociation, il y a eu guerre, il y a eu violence. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les indépendances, la pensée coloniale, qui quelque part était la genèse du système, parce que tu viens de travailler sur la notion de la pensée, puisque tu viens de travailler sur la pensée blanche. Donc, est-ce que tu penses que derrière, c'est le cas de le dire, toi, tu penses que derrière tout ce qui se passe là, il y avait une pensée coloniale qui était, en fin de compte, le moteur de ces événements, en sachant en plus, puisqu'on en a discuté plusieurs fois ensemble, et notamment dans un film, où je crois que tu es apparu cette semaine, on a même discuté ensemble de cette question qui était compliquée, de comment les Outre-mer actuels ont vécu ce temps des indépendances. Donc est-ce que la pensée coloniale, ça s'arrête le jour où l'Empire français s'effondre ? Tout d'abord, bonjour. Je n'ai pas dit bonjour.
En fait, moi, je pense que lorsqu'on parle de décolonisation, il ne faut pas oublier la colonisation, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'Algérie, très souvent, je suis surpris qu'on parle de quelques années, en fait. Il faut quand même rappeler que la colonisation algérienne commence en 1830. Et essayer de comprendre, en fait, l'idéologie des colonisations. Et l'idéologie, il y a une propagande qui dit que on va éduquer les races inférieures. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie, l'idée qu'il y aurait une race supérieure qui va effectivement devoir ramener d'autres races à la lumière. Je pense que ça, c'est très, très important à avoir en mémoire. Et effectivement, la décolonisation, dans l'imaginaire collectif, cela continue. C'est-à-dire qu'il y a une race qui serait supérieure. Et donc, ça veut dire que jusque dans les années, par exemple, 1950, il faut savoir que dans les écoles en France, on apprenait qu'il y avait une race supérieure et la race blanche. Et donc, effectivement, je pense que même s'il y a eu des colonisations, l'idée qu'il y aurait des êtres supérieurs, et ce serait lié à la couleur de la peau, a perduré. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous questionner sur ces héritages-là. Parce que je pense que dans notre façon de nous percevoir, de façon inconsciente, il y a encore malheureusement des personnes qui ont intériorisé ces rapports selon la couleur de la peau. Par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, ces catégories existent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être catégorisés comme blancs, d'autres comme non blancs. Et nous allons voir qu'effectivement, l'État, l'institution, se comporte différemment avec ceux qui sont perçus comme blancs et ceux qui sont perçus comme non blancs. Mais c'est l'histoire aussi du rapport de l'État avec les pays dits colonisés. Lorsqu'on parle de la décolonisation, il faut savoir qu'il y avait des lois coloniales, c'est-à-dire qu'il faut connaître, par exemple, le code de l'indigénat, où moi-même, je suis antillais. Pour revenir encore un peu plus loin dans le passé, il faut connaître le code noir. Parce qu'encore une fois, ce qui est important, en tout cas pour moi, dans l'analyse des décolonisations, de la colonisation, c'est qu'il y a eu mis en place une idée, une idéologie. Il y a l'idéologie de la race, c'est-à-dire qu'il y aurait des races supérieures, des races inférieures. Et voilà pourquoi il est tout à fait légitime de coloniser, sachant que nous savons que la colonisation n'a pas été faite pour apporter la lumière aux autres peuples, mais avant tout... Comment ? Ah bon ? Ah bon, vous ne saviez pas ? Ok. En fait, c'était juste... je pense que ça rappeler aux gens que c'est un système économique. Et lorsqu'on parle de la fin des décolonisations, effectivement, pourquoi ça a pris autant de temps pour l'Algérie ? Parce qu'en fait, il y avait aussi la volonté de préserver les intérêts de la France. Et je pense qu'aujourd'hui, si certains pays utilisent, par exemple, franc CFA, il faut se poser la question pourquoi ? Je pense qu'il faut faire le lien. Et donc vous considérez que la rupture, si elle peut être politique, on vient de décrire un processus historique où des pays retrouvent leur souveraineté, la pensée coloniale est quelque chose qui a existé donc avant, puisqu'il légitime le système, mais ne s'est pas arrêté à ce moment-là. Il reste des choses, des héritages. Et selon vous... ce serait naïf de croire que les choses s'arrêtent brusquement. Non, parce qu'encore une fois, il y a des intérêts économiques à sauvegarder. Et donc, ce sera intéressant de voir quelles sont les discussions qui ont été faites et qu'est-ce que, par exemple, qui a été mis en place où on a obligé certains pays à accepter l'idée que la France doit profiter encore des intérêts économiques de ces pays-là. Je me permets de vous poser une question que je vous ai posée, M. Thuram, dans oui, vous me faites très peur. Un film. Quand vous regardez l'histoire de la Guadeloupe, qui est l'endroit où vous êtes né, de la Martinique, de la Réunion, qu'on traite dans le film, que vous avez vu mardi soir, même un peu avant mardi d'ailleurs, je crois, vous l'avez vu un petit peu avant, vous avez vu dedans que l'histoire est entremêlée sur des territoires qui ont eu une histoire pendant l'histoire de décolonisation. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, la Guadeloupe. En tant que Guadeloupéen et Français,
Quand vous regardez cette histoire et que vous voyez la place des Outre-mer actuels dans ce processus de décolonisation, vous ressentez quoi? Vous vous dites quel destin, quelle histoire, quel récit? Comment positionner l'histoire de ce qu'on appelait les vieilles colonies, du temps du Code Noir, qui ont été après des parties prenantes de l'Empire, qui sont toujours des régions ultramarines? Comment écrire l'histoire de ces terres dans le récit des indépendances et dans le récit de la colonisation et donc dans le récit de la République aujourd'hui? Mais moi, je pense que c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des luttes pour la décolonisation, il faut savoir que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane, il y a eu des luttes contre la colonisation. Sauf que beaucoup de gens ne sont pas au courant. C'est-à-dire qu'il y avait en Guadeloupe la volonté justement d'être libre, comme il y avait en Algérie une volonté d'être libre, comme il y a eu en Guinée aussi. Sauf que effectivement, la Guadeloupe ou la Martinique n'ont pas eu l'opportunité de devenir des pays. Mais il y a eu ces luttes, et c'est vrai qu'en règle générale, les gens ne connaissent pas cette histoire-là. On ne connaît pas, par exemple, Bibidome, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que les plus jeunes Antillais viennent à un moment donné travailler en France. C'est-à-dire, c'était l'idée aussi de dépeupler ces territoires des plus jeunes, qui sont en règle générale ceux qui veulent changer le système, qui veulent se révolter contre le système. Donc il y a eu des décisions politiques pour contrecarrer cette volonté d'indépendance. Par exemple, il faut connaître 1967, ce qui s'est passé en Guadeloupe. Et effectivement, la grande majorité des personnes ne connaissent pas ces histoires, mais comme ils ne connaissent pas la réalité de la colonisation, la décolonisation des territoires qui appartenaient à notre pays. Sandrine, tu es enseignante. Cette histoire, aujourd'hui, elle est enseignée comment aux élèves? Aujourd'hui, globalement, intégralement, dans toute sa complexité, difficilement, avec des blocages, avec des discours où on sent que certains sujets peuvent être un peu compliqués pour le voir. En gros, on en parle comme on parle des autres guerres, la première et la deuxième, on en parle comme on parle des autres histoires, c'est quand même une histoire longue. On parle comment de cette histoire dans le monde de l'enseignement en tant qu'enseignante, toi qui le vois, qui le côtoie, qui le produit, qui le diffuse? Tu as même travaillé sur des manuels scolaires, donc tu es placé des deux côtés, je dirais, du miroir. Tu es dans la classe d'école. On en dit quoi? Alors, je t'ai déjà un peu répondu à ta question en donnant tous ces éléments, effectivement. C'est assez complexe, en fait, quand on aborde l'histoire de la colonisation et des décolonisations dans les manuels scolaires. Alors d'abord, en tant que productrice de manuels scolaires, effectivement, il faut savoir que ces manuels scolaires sont d'abord, je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà, le fruit des instructions officielles. Lesquelles instructions officielles? Au moment où j'ai commencé les premiers manuels scolaires, il y a, on va oublier, mais ça se compte en décennies, et aujourd'hui, ce sont... je dirais précisé, c'est-à-dire que maintenant on n'a même pratiquement plus le choix sur les documents et sur les lignes à aborder. Et donc en fait, quand on aborde l'histoire coloniale, je dirais que d'abord c'est pas un tabou, on l'a toujours traité, l'histoire coloniale, toujours depuis la période des colonisations, globalement jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment de manière très différente. Pendant la période coloniale, on allait apporter, et là Lilian vient de le rappeler, on allait apporter les lumières, la civilisation, le progrès matériel, et tout cela rendait service à la France puisque ça lui permettait sa puissance. Donc ce discours, il était relativement récurrent, et je dirais qu'il marque surtout l'histoire républicaine. Et donc on les retrouve dans les manuels républicains, parce que à l'idée qu'évoquait Lilian, qu'on a maintenu cet empire surtout pour des raisons économiques, je crois qu'il faut aussi souligner qu'on l'a maintenu pour des raisons idéologiques et intrinsèquement républicaines. L'idée de lumière, d'apporter les lumières, c'est l'idée de la Révolution française. Avant, c'était les ténèbres, tout était noir, c'était la monarchie absolue, et on a apporté le progrès grâce à la Révolution française, et c'était les Lumières. C'était les Lumières de la raison, c'était les Lumières du progrès, du rationalisme contre la religion. Encore qu'aux colonies, la religion a beaucoup aidé comme pilier pour servir la colonisation. Et donc, pendant toute cette période coloniale, on a une histoire coloniale qui est une histoire nationale, qui sont intrinsèquement liées. C'est l'histoire de la plus grande France, celle des 5 continents, l'histoire de la France où le soleil ne se couche jamais. Et pour le coup, on ne distingue pas l'histoire coloniale de l'histoire nationale.
arrivent les décolonisations, et là, comment faire? C'est le seul moment où, effectivement, l'histoire des colonies disparaît quelque peu des programmes scolaires pendant à peu près 20 ans, 15-20 ans. Donc jusqu'aux années 1980-85, où on les voit réapparaître et où, à nouveau, on traite de cette question. Mais alors là, c'est assez intéressant, puisque contrairement à ce qu'on a essayé de faire pendant globalement une centaine d'années, voire 130, plutôt d'une centaine, parce que l'école, a priori, au départ, n'était pas accessible à tous, c'était d'associer ces deux histoires. Et bien, justement, depuis les années 1980, pour aller vite, on les a dissociées. C'est-à-dire qu'il y a une histoire nationale, l'histoire de la France, et une histoire coloniale, dans laquelle la France est impliquée, mais qui sont quand même dissociés. Et c'est là où, effectivement, se trouve le problème, je crois, et c'est ce que soulignait Lilian à l'instant, c'est que, finalement, on évoque cette histoire devant tous nos jeunes qui sont dans nos classes, quel que soit le niveau d'ailleurs, collège, lycée, prépa, université. On l'évoque, on la traite, elle est traitée, plus ou moins bien, plus ou moins rapidement, selon les heures que l'on a, mais en faisant comme si ce n'était pas notre histoire. Et tout le problème, je crois, réside là dans le fait de s'approprier, pour la plupart des Français, mais je dis bien tous les Français, qu'ils soient issus ou non de l'immigration, s'approprier cette histoire comme étant une part de leur histoire. Et par ailleurs, dans le traitement propre de cette histoire, on a finalement une histoire de la colonisation et des décolonisations qui sont très désincarnées, c'est-à-dire qu'on a peu d'humains dedans. Ce qu'on essaye de faire d'ailleurs dans l'ouvrage, c'est de ramener des hommes, de montrer que finalement cette histoire, c'est pas la France ou le Cameroun ou le Sénégal ou l'Algérie, mais c'est aussi une histoire d'hommes. Comme pour Catherine l'a évoqué, on n'aurait pas eu de décolonisation en 1947 en Inde sans Gandhi. Ça, c'est très clair. Et donc, on n'a pas d'histoire réincarnée, si vous voulez, dans les manuels scolaires quand on aborde ces questions-là. Et par ailleurs, je pense que ce qui fait défaut réellement, c'est une vraie volonté de l'intégrer, encore une fois, je le répète, je sais que je l'ai dit déjà, mais dans l'histoire nationale, au sens où il faut l'intégrer au politique, mais aussi au sociétal, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer aux jeunes la raison pour laquelle, et là pour le coup, là, il y a un vrai déficit dans les manuels scolaires, c'est l'histoire de l'immigration. C'est-à-dire qu'entre, et là ça rejoint la question que tu posais à Lilian, entre l'histoire de la décolonisation et puis est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un tabou ou est-ce qu'on enseigne encore de la même façon, il y a le fait que la plupart des jeunes qui sont dans nos classes ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ni quelle est leur histoire. On ne leur a pas donné d'histoire. On ne leur a pas effectivement attribué, donné un rôle. Et c'est là le déficit énorme qui débouche, je pense que ce sera tes prochaines questions, mais qui débouche sur des recompositions historiques, des façons de refaire l'histoire, de véritables brèches qui sont dramatiques. Merci. Catherine, dans cette histoire, et on va passer à la deuxième vague de ma série de questions, il y a quelque chose qui a marqué beaucoup les gens du documentaire qui est passé mardi, et du système français qui utilise en fait des colonisés pour faire la guerre à d'autres colonisés. C'est-à-dire le supplétif depuis les tirailleurs sénégalais, les célèbres de Faidherbe de l'île 57, les Goums marocains, les tirailleurs algériens, les supplétifs vietnamiens pendant la guerre d'Indochine. On le regarde dans les décolonisations, les guerres de décolonisation, en dehors des appelés, et Indochine est un bon exemple, ont toujours été faites avec des colonisés d'autres pays qui déjà avaient participé aux conquêtes, puis maintenant vont participer aux guerres de décolonisation. Comment on peut arriver à expliquer ce mécanisme qui a été au cœur du système et qui a énormément frappé les gens mardi soir? Les gens étaient persuadés que c'était des Français qui étaient en Indochine, par exemple. Que des Français, de métropole. Comment tu peux essayer de l'expliquer comme un des éléments cœur et nœud gordien de cette manière de penser l'Empire et d'utiliser l'Empire et d'utiliser de les décoloniser contre d'autres colonisés? C'est précisément ce que évoquait Sandrine à l'instant. C'est la plus grande France, donc tout le monde est français ou aspire à devenir français. Et il faut comprendre qu'en réalité, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, les Africains francophones aspiraient à la citoyenneté française. Parce que la citoyenneté française, c'était liberté, égalité, fraternité. Or, ils avaient le code de l'indigénat, ils étaient des indigènes, c'est-à-dire des gens... Les indigènes, ça veut dire quelque chose de très précis, c'est pas un terme en l'air, ça voulait dire sujet au code de l'indigénat. Donc, inférieur et docile aux lois. Donc, une
une possibilité d'être français, c'était justement d'aimer la France, d'être pour la France et de se battre pour la France. Donc c'était quelque chose qui n'était pas étonnant pour un certain nombre de colonisés de l'époque. Et puis cet appel à l'Afrique, il n'a pas été immédiat, parce que les métropolitains, les colons, se méfiaient des indigènes. Donc il a fallu une campagne pour montrer que ces Africains pouvaient effectivement devenir soldats. Et alors en particulier, il y a eu un livre qui fait date, qui est d'un militaire français, le colonel Mangin, La Force Noire, en 1911. Et puis ça tombait bien, si je puis dire, enfin, ou très mal, selon le point de vue, parce que la guerre de 14 arrive. La guerre de 14 exige énormément d'hommes, qu'elle est extraordinairement meurtrière, et que cette force noire, elle est là. Et alors là, il va y avoir une des premières grandes négociations, justement, entre l'Afrique occidentale, les Africains et le gouvernement français. C'est l'obtention par Blaise Diagne, qui est élu à l'Assemblée nationale comme représentant des colonies. Il y en avait un par colonie, c'est une vieille histoire depuis la Révolution française avec des interruptions. Bref, Blaise Diagne négocie la citoyenneté française pleine et entière pour ce qu'on appelle les 4 communes du Sénégal, Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar, moyennant la promesse d'aller dans le reste de l'Afrique occidentale recruter parmi les sujets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas citoyens, qui ne sont pas les originaires des 4 communes, les soldats pour la Première Guerre mondiale. Il va y en avoir 180 000, rien que pour l'Afrique subsaharienne, à peu près autant pour l'Afrique du Nord, et un peu moins pour l'Indochine de l'époque, et donc qui a servi, alors je règle ça tout de suite pour revenir à ta question dans un instant, qui a servi de chair à canon, qui l'ont chèrement payé parce qu'ils étaient souvent dans les premières lignes, à partir de 1917, parce que le temps de faire toutes les levées, etc., et en 1917, justement, on manquait beaucoup d'hommes, puisqu'ils étaient déjà morts, les autres, si je puis dire. Et donc, il y a eu environ 30 000 morts sur le front, sur plus de 100 000 sur le front, et en fait 190 000 mobilisés, mais qui n'étaient pas tous sur le front. Alors, ce recrutement, il était là aussi négocié. Les indigènes voyaient, au bout d'un certain nombre d'années, la possibilité d'échapper au code de l'indigénat. Les anciens tirailleurs ont été exclus du code de l'indigénat, c'est-à-dire qu'ils se rapprochaient un peu de la citoyenneté française. Et avant même ceci, avant la guerre de 14, effectivement, ils ont été utilisés dans les colonies françaises, mais les autres, l'Afrique subsaharienne elle-même est immense. Les gens de l'Afrique de l'Ouest n'avaient pratiquement rien de commun avec les gens de l'Afrique centrale, et la force des soldats, c'est d'aller dans des pays étrangers. Et pour eux, c'était des pays étrangers. Alors, ils ont été utilisés à Madagascar, ils ont été utilisés au Maroc, et ils ont été utilisés, en particulier, ceux de l'Ouest ont été utilisés en Afrique centrale. Et puis, on oublie aussi que ça a duré très longtemps, en particulier pour la guerre d'Algérie. Les originaires des 4 communes étaient citoyens, et par conséquent, les jeunes mobilisés africains, qui étaient de plus en plus nombreux, ont fait la guerre d'Algérie comme les jeunes Français de France. Et ils en avaient des souvenirs. Moi, j'ai côtoyé, c'était ma génération, et j'en avais des souvenirs effectivement très vifs et très épouvantables. Et puis, donc, pour la Deuxième Guerre mondiale, ça a été à peu près la même chose. Il y a eu beaucoup de tirailleurs. Ces tirailleurs ont été, en particulier, un certain nombre d'entre eux, assez nombreux, ont été faits prisonniers en 1940. Mais en 1940, les Allemands, qui avaient le préjugé de couleur, évidemment, du nazisme, ont exécuté sans préavis des prisonniers de guerre juste parce qu'ils étaient noirs. Bon, ceux qui n'ont pas été exécutés de cette façon ont été mis dans des camps de prisonniers, mais comme les nazis ne voulaient pas
souillé leur sang supposé pur blanc, ils les ont mis dans des camps de prisonniers en France, gardés d'ailleurs vers la fin de la guerre par des prisonniers officiers français, remplacer les Allemands qui étaient envoyés sur le front. Et ce sont en particulier ceux-là qui ont été renvoyés très vite dans le cadre, entre autres, du blanchiment des troupes en 1944 au camp de Tiaroy. Et donc, oui, je crois que c'est... alors, pour l'enseignement, justement, pour ta question sur l'enseignement, tout ceci, on le connaît bien. Maintenant, il y a des travaux très importants d'historiens rigoureux et lucides, et il n'y a absolument aucune raison de considérer qu'il s'agit, comme on l'a dit longtemps, de sujets sensibles. Et les sujets sensibles, on ne les enseigne pas. Et ça date de la fin de la guerre d'Algérie, 1952. À partir de 1952, comme tu l'as dit très bien, on n'enseigne plus tout ce qui est colonisation, ou pratiquement pas. La traite est réduite à un commerce triangulaire très schématique avec des flèches dans la classe de 5e et puis c'est tout. Et donc c'est un silence qui va durer 2 générations au moins. C'est-à-dire qu'une grande partie des adultes français d'aujourd'hui ne connaissent rien à l'histoire coloniale. Et c'est dramatique parce que quand on ne connaît pas, on imagine, et on imagine selon des mémoires qui peuvent être très divergentes, des positions politiques divergentes, ce qui fait que l'urgence absolue, qui est justement très peu urgente pour le ministère de l'Éducation nationale actuel, c'est d'enseigner sans aucun tabou tout sur l'histoire coloniale comme sur l'histoire de l'esclavage, parce que ce n'est pas les silences qui vont réduire les problèmes, c'est pas une mémoire unique va se faire à partir de la multiplicité des mémoires reconnues comme telles et faisant toute partie de l'histoire française commune. C'est ça qu'il faut... et on ne construit pas une mémoire, les mémoires, elles existent. Donc il faut les accepter, les connaître, les confronter et... apprendre tout ça et apprendre à comprendre les mémoires de l'autre et l'histoire de l'autre de façon commune. Catherine, je vais te couper parce que sinon le temps va partir. Absolument. Mais c'est très bien que tout sur les mémoires. On n'enseigne jamais, Nicolas, on ne dit jamais en historiographie qu'après la Première, la Deuxième Guerre mondiale, et il y en a eu une troisième. Les guerres coloniales sont perçues comme des choses espacées. Il y aurait l'Indochine, le Cameroun, l'Algérie, les événements en Guadeloupe de 67, mais tout ça n'est pas un tout. Comment se fait-il que dans l'historiographie, on ne regarde pas ces 25 ans de guerre, non-stop, l'armée française n'arrête jamais de se battre. Et elle se bat toujours avec la même cohérence, les colonies. Comment ça s'explique que l'historiographie, la pensée commune, ce que vient de dire Catherine, la mémoire collective, ne perçoit pas ça comme un conflit? Alors c'est compliqué parce que d'abord, je pense qu'il faudra avoir une vision mondiale de ce qu'est la guerre coloniale, c'est-à-dire pas seulement les décolonisations françaises, mais si tu prends en fait l'ensemble des décolonisations, ce sont des conflits qui vont s'étendre jusque dans les années 70 en fait, puisque les colonies portugaises jusqu'en 75, et ces conflits ne s'arrêtent jamais si on prend au niveau mondial, donc on a même une périodisation qui est encore plus longue. Alors ça, c'est quelque chose de difficile à percevoir parce qu'on a l'impression que ça ne concerne que chaque nation. Finalement, la France est confrontée à ses colonies, l'Angleterre est confrontée aux siennes, au mouvement indépendantiste de décolonisation. Or, ce qu'on essaie aussi de montrer dans le livre, de manière synthétique, bien sûr, parce qu'il faudrait un travail absolument considérable, c'est que le processus guerrier dans les décolonisations, il dépend de 2 facteurs essentiels. D'abord, ce qui se passe dans l'ensemble des territoires coloniaux. Ce qu'on essaie de montrer, par exemple, avec l'Indochine, c'est qu'on abandonne l'Indochine. Mais pourquoi on abandonne l'Indochine? Bon, on a perdu militairement, mais aussi parce qu'on doit projeter des forces pour défendre d'autres territoires et qu'on n'a pas les moyens, finalement, de défendre, comme tu l'as dit, l'Indochine, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui s'agitent. C'est pas possible. Donc, chaque événement dans l'Empire colonial a une répercussion sur tout l'Empire. Et donc sur la politique française. Pour ça, ça rend les choses, comment dire, il y a une concordance, il y a une convergence en fait de l'ensemble de ces événements. Alors, deuxième point, pourquoi on n'arrive pas à percevoir ça comme un long conflit? Parce que c'est un conflit qui a de multiples facettes.
C'est-à-dire, effectivement, l'Indochine, c'est un conflit guerrier, mais c'est pas celui de l'Algérie. Il y a des correspondances, elles sont nombreuses, on les connaît maintenant aujourd'hui, y compris la torture. On sait qu'en Indochine, on a aussi expérimenté avant de le généraliser à l'Algérie. Le Cameroun n'est pas exactement non plus le même conflit, parce que là, on s'appuie après, dès 1959, sur des forces qui sont des forces locales du gouvernement autonome et qui vont devenir des forces nationales qui seront en fait mêlées avec les forces nationales françaises. Donc on a plusieurs types de conflits qui rendent difficile cette perception qu'on a 25 ans comme ça de conflits continus. Et puis, je pense que ce qui rend aussi difficile cette perception, c'est que quand on regarde l'histoire coloniale dans son ensemble, alors restons sur la France parce que sinon on va se perdre, mais si on regarde les décolonisations françaises, là pour le coup. Alors on a des guerres, on le montre bien dans le livre, il y a une continuité. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est là où c'est compliqué. Il n'y a pas que ça. Catherine Coquery vient de parler avec justesse des décolonisations en Afrique noire. En Afrique noire, vous avez des guerres au Cameroun, vous avez les répressions en 1950, notamment en Côte d'Ivoire. Vous avez des événements, des manifestations meurtrières qui sont réprimées tout au long des années 50. Mais enfin, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. C'est autre chose qui se passe. Et cette autre chose, ça se produit en fait par un processus où on veut garder l'empire mais sans faire la guerre. Parce qu'à partir de 1956, on sait qu'on a l'Algérie sur le dos, on ne peut plus se permettre d'ouvrir d'autres fronts. Donc on cherche d'autres moyens qui sont des moyens qui ont été dits par Catherine. On fait des réformes dans l'espoir en fait que ces réformes apaisent, on va dire, les ambitions politiques, les aspirations à l'autonomie des populations africaines et qu'elles vont rester dans l'Empire. C'est quand même ça l'objectif. Hein. C'est pas l'idée de la loi 4, c'est pas de dire on prépare les indépendances, c'est pas du tout ça. C'est on transforme l'Empire pour le garder. La communauté franco-africaine en 1958, qui succède à la loi 4, c'est la même chose. Hein, De Gaulle fait pas ça pour préparer l'indépendance. Il fait ça parce qu'il pense que des réformes de modernisation où on donne plus d'autonomie aux territoires, où les territoires ont leur mot à dire sur l'utilisation de la monnaie, sur tout ce qui concerne les prérogatives régaliennes, jusque-là monopolisées par l'État français, avec le suffrage universel, donc une égalité des votes, des assemblées locales qui sont complètement autonomes, des conseils de gouvernement qui deviennent des gouvernements avec la communauté. On se dit, bon, on leur donne tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Qu'est-ce qu'ils veulent le plus ? Ce qu'ils veulent le plus, c'est l'indépendance. Et en 1959, De Gaulle, comme je l'ai dit, a compris que c'était râpé, quoi. Pour l'Afrique noire, c'était râpé. On lâche l'Afrique noire. Il y a des tas d'autres raisons qui expliquent ça, mais ça montre que ce que je veux dire par là, en vous donnant cet exemple de l'Afrique noire, c'est qu'on a des indépendances qui ne se passent pas qui n'adviennent pas dans le sang. On peut dire après ce sont des fausses indépendances parce que ce sont des élites qui ont été formées en France, qui sont dans des relations de connivence, notamment avec le général de Gaulle. Il y a une photo, je crois qu'on passe ici, où on voit toutes les élites qui vont devenir les chefs d'État africains avec de Gaulle au milieu. Il y a Senghor, il y a Houphouët-Boigny, il y a Mamadou Dia, il y a Ahidjo, enfin il y a tout le monde, tous les chefs d'État africains. Et on peut dire, oui, d'accord, ils ont eu l'indépendance, il n'y a pas eu de guerre, mais finalement les relations de dépendance, sous d'autres formes, ou parfois les mêmes, se poursuivent. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on a différentes formes de libération, entre guillemets, que c'est difficile de comprendre qu'on a, en fait, pendant toute cette période, une action guerrière qui est menée par la France de manière absolument continue, de 1945 à 1962. Lilian, le président de la République disait la semaine dernière que cette histoire était un tabou français. Est-ce qu'on doit enseigner les tabous français ? Et comment ? Moi, je pense que tout d'abord, il faut enseigner l'histoire, tout simplement. Et il y a des héritages et il faut qu'on puisse connaître ces héritages. Mais en même temps, c'est très compliqué à raconter cette histoire. Parce que l'histoire nous permet de comprendre la réalité d'aujourd'hui. Et peut-être que ça n'arrange pas justement l'État français de connaître la situation d'aujourd'hui. Parce que si vous faites le lien, ben vous allez voir qu'effectivement, il y a encore des gens qui sont opprimés. Et ce sont les mêmes personnes qui sont opprimées. Et l'idée de construire une France extraordinaire, une France qui apporte la lumière, quelque part aussi, ça valorise le fait d'être français. Parce qu'il y a aussi dans toutes les familles des histoires que vous n'avez pas envie de raconter.
et que vous avez peut-être honte de raconter. Et moi, je pense que dans notre société, il y a des personnes qui souffrent d'un certain regard, et eux, ils veulent donner de la compréhension à ça. Et effectivement, si vous avez été éduqué par une histoire tronquée, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important de parler de ces histoires, d'expliquer ce qui se passe. Et encore une fois, pour moi, le fait de comprendre permet de mettre en place des solidarités. Le fait de raconter la colonisation permet de savoir que de tout temps, il y a eu toujours des hommes et des femmes qui ont dénoncé la colonisation. Le fait de raconter l'esclavage, c'est exactement la même chose. Parce que très souvent, lorsqu'on n'étudie pas ces histoires, on finit par croire que ce sont des problèmes liés à la couleur de la peau, alors que ça n'a rien à voir en fait. Et je pense que ça, c'est très important de sortir de ces schémas, amener de la complexité et voir qu'il y a un lien, qu'il y a un fil. Lorsque tout d'un coup, vous décidez de blanchir l'armée française. En 1944. Mais pourquoi on blanchit à ce moment-là? Quel est le lien entre le blanchiment de l'armée et aujourd'hui? Pourquoi il y a des personnes qui sont sans cesse vues comme des dangers? Pourquoi? Et encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens dans l'espace public qui sont vus comme des dangers? Moi, je pense que oui. Comme un ennemi intérieur? Moi, je pense que oui. C'est ce sentiment que j'ai. Mais pourquoi j'ai ce sentiment? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est vrai? Pourquoi dans l'espace public, certaines personnes, selon leur couleur de peau, mais ne sont pas considérées comme les autres? Pourquoi on contrôle plus certains que d'autres? Pour vous dire que vous n'êtes pas légitime et que peut-être qu'on vous a à l'œil. Et dans les discours politiques aujourd'hui, moi je ressens cela. Il faut faire attention à certaines personnes parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et à tout moment, ils peuvent nous mettre en difficulté. Ils peuvent se révolter contre vous, contre nous. Moi, j'entends ces choses-là. Et je trouve qu'il faut dépasser ce discours. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut une décision politique. Parce que pour apprendre ces histoires, c'est une décision politique. Hein. Si on n'apprend pas l'histoire, c'est parce qu'il y a une décision politique qui a décidé qu'effectivement, on n'allait pas apprendre l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. On ne veut pas faire le lien, parce que c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Moi, je suis antillais, donc l'esclavage, c'est l'histoire de France. La colonisation, c'est l'histoire de France. Le fait de connaître ce qui s'est passé en Guadeloupe en 1967, c'est important. Il s'est passé quoi en Guadeloupe en 67? Ben, écoutez, ce qui s'est passé, malheureusement, effectivement, il y a eu, on va dire, une révolte de Guadeloupéens. Et on va dire que l'armée française a tiré sur les Guadeloupéens. Pourquoi on tire sur les gens? Pour qu'ils restent plus calmes. Il y a eu un rapport de Benjamin Stora qui a été fait il y a quelques années, il y a 2 ans, sur le nombre de morts et sur la situation en Martinique, en Guadeloupe, mais particulièrement en Guadeloupe en 67, pour arriver à comptabiliser la volonté politique, le nombre de morts, le silence aussi qu'il y a eu derrière cette situation, la démonstration aussi que les gens avaient tellement peur qu'ils n'allaient même pas réclamer les corps. Ben, c'est normal de toute façon que vous ayez peur. Dans tout système, de toute façon, on essaye d'intimider ceux qui veulent un changement de système. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une telle violence contre les personnes qui demandent le changement, qui demandent plus d'égalité, qu'effectivement, il faut que l'État mette une peur pour que ces gens, en fait, restent à leur place. C'est parce que l'idée, c'est ça. Vous restez à votre place, parce que si vous ne restez pas à votre place, regardez ce qui va se passer. Mais vous ne pouvez garder un système injuste que par la violence. Hein. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est pour ça que la décolonisation est... Et d'ailleurs, c'est pas à toi que je vais poser la question, parce que sinon tu vas garder le micro, je ne vais pas faire tourner. C'est peut-être pour ça, Catherine, que la décolonisation, elle est très compliquée à raconter, parce que c'est d'abord une histoire de violence, même s'il n'y a pas eu que de la violence. Nicolas l'a parfaitement dit. Et je vais vous demander d'ailleurs tous les quatre, pour cette question-là, vous allez tous avoir une question d'être plus rapide, sinon on ne va pas être dans le timing.
Est-ce que c'est pour cette raison-là que d'entre les mémoires des familles, la douleur de chacun, les descendants d'appelés, il y a tellement de violence que chacun est dans sa mémoire personnelle et que les mémoires ne peuvent pas être réconciliées? C'est à cause de la violence? C'est ça qui est au cœur du choc, ou c'est autre chose qui fait qu'on a du mal à avoir une mémoire et une histoire commune, on a du mal à l'appréhender? Non, Thuram a parfaitement expliqué pourquoi justement ces mémoires sont diverses et opposées, et c'est une réalité. On ne va pas refabriquer une mémoire unique. Je dirais les mémoires sont multiples, elles sont souvent opposées à l'intérieur de chaque camp d'ailleurs, et on ne va pas modifier les mémoires familiales, les mémoires racontées, les mémoires transmises, les mémoires inventées, enfin tout ce qu'on veut, elles sont là. Et le seul moyen de les affronter, c'est de les connaître, et le seul moyen de les connaître, c'est de les étudier. Et par conséquent, l'histoire, là, est fondamentale pour supprimer, enfin justement, effacer tous ces tabous, enfin rompre avec les tabous. Il n'y a pas de tabou en histoire. C'est ça que, précisément, les politiques, surtout s'ils sont d'idées différentes des miennes, je dirais en l'occurrence, ne vont pas vouloir entendre, parce que on a l'impression que précisément c'est des ennemis, il faut le taire, etc. Non, il faut tout dire. Il faut tout dire, mais avec la rigueur la plus totale. L'historien, comme les autres, il n'est pas complètement objectif, chacun a sa position, et un historien sénégalais, quel qu'il soit, n'aura pas tout à fait la même version, la même façon, le même point de vue qu'un historien de Clermont-Ferrand, enfin je dis n'importe quoi, mais c'est normal, mais ce qui sauve ça, c'est la rigueur, c'est-à-dire l'analyse des sources et la lutte contre tout tabou. C'est essentiel, parce que tout tabou est une source d'incompréhension et de malentendu. Si nous prenons tous les tabous, si nous comprenons les tabous des autres, comprendre, ça n'est pas pardonner, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de savoir. Il faut tout savoir, le plus simplement, mais le plus directement et objectivement, si je puis dire. Et à partir de là, on pourra construire effectivement une histoire française commune avec toute sa diversité, toutes ces diversités de mémoire. Aussi court que Catherine, voire même mieux, est-ce que Catherine n'est pas un peu utopique en pensant qu'il n'y a pas non plus une volonté de construire l'amnésie? C'est-à-dire au-delà même de ne pas faire l'histoire, au-delà même de ne pas entendre la mémoire, n'y aurait-il pas eu, Nicolas, depuis 50 ans ou 60 ans, une amnésie construite, une volonté de taire le passé? Alors, il y a deux choses. Sandrine l'a rappelé tout à l'heure, elle a dit que pendant 15 ans, il y avait eu une amnésie dans les manuels scolaires, voire 20 ans. Les choses ont quand même changé. Tu l'as dit toi-même, même avec des réserves, mais des choses ont changé dans les manuels scolaires. Je pense qu'il y a des enseignants ici qui le savent. Alors, pourquoi ça reste un problème politique extrêmement délicat? La première chose, c'est parce que c'est un traumatisme historique, global, au-delà des mémoires différentes. Ça reste une défaite majeure de la France, quand même, au XXe siècle. Peut-être la plus cuisante, d'une certaine manière. Et les défaites, on les efface. Voilà. Les défaites, on les efface. C'est une chose qu'on a du mal, non seulement à commémorer, mais à se souvenir. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu une amnésie de l'État volontaire? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que c'est ce que j'ai essayé de faire percevoir tout à l'heure. L'histoire des décolonisations, c'est une histoire sensible. Catherine vient de le rappeler. Vous avez la mémoire des harkis, qui n'est pas du tout la même que celle des rapatriés d'Algérie, qui n'est pas non plus forcément la même que celle des anciens combattants français d'Algérie, qui n'est pas la même que celle des descendants d'Algériens. Ce sont des mémoires vives, ce sont des mémoires heurtées, ce sont des mémoires traumatiques. Dans tous les camps, c'est traumatique. Chez les harkis, c'est traumatique. Chez les pieds noirs, c'est traumatique. Chez les anciens d'Algérie, c'est traumatique. On voit que seulement depuis une quinzaine d'années, les gens commencent à parler de ce qu'ils ont vécu. Ça montre une difficulté extraordinaire. On l'a vu dans le film, Nicolas. On l'a vu dans le film. Tous les témoins qu'on a consultés, qu'on a voulu rencontrer, avaient un désir de parler, d'abord par rapport à leur génération. Ouais. Un témoin de la guerre d'Algérie m'a dit « Je parle d'abord à mon petit-fils ». C'est assez intéressant par rapport à son âge. Il dit « Je ne veux pas partir
avec mon petit-fils qui croit que j'ai torturé en Algérie. Oui. Ou du moins, je veux, moi, lui expliquer. Et je termine juste pour aller... C'était pour te faire terminer, t'as remarqué, hein. Ouais, j'ai bien compris. Pour ne pas monopoliser la parole, mais on voit bien que pourquoi l'État a des difficultés avec ça, parce que le fait qu'il y ait des forces sociales qui soient derrière ces mémoires et qui soient des forces sociales inflammables crée une espèce de crainte, voilà, justement que ça s'enflamme. Alors, je dirais juste une dernière chose. Je pense que la deuxième crainte de l'État, c'est que, comme tu l'as dit Pascal, il y a des mémoires qui se sont complètement reconstituées aujourd'hui, qui sont des mémoires totalement mythologiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que le savoir n'est pas diffusé. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Que ce soit du côté, on va dire, d'une mythologie de la lutte pour l'indépendance, d'une espèce d'homologie qu'on ferait entre le présent, aujourd'hui des minorités, et le passé colonial, et puis de l'autre côté, la nostalgie coloniale, qui a pris des dimensions complètement démentes d'ailleurs sur certaines chaînes d'information en continu, mais peu importe. Et ça aussi, ce sont des facteurs de déstabilisation. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Il est encore temps de faire quelque chose pour mettre à plat, selon des critères historiques, cette histoire, la mettre aux dispositions du grand public, créer un musée, effectivement, renforcer les manuels scolaires, encourager la recherche, plus que l'État ne peut le faire aujourd'hui. On sait dans quel état est la recherche historique. Voilà des mesures qui me semblent nécessaires. Lilian, et on a bien affiné tous les deux tout à l'heure la question. Dans ton dernier livre, La pensée blanche, que tu as présenté notamment ce matin, que tu as sorti il y a quelques jours, tu interroges la construction de la race. Comment tu expliques que ce sentiment d'appartenance raciale perdure en fait 60 ans après la fin de l'Empire ? Alors, pour revenir à ce que tu viens de dire, moi, ça m'interroge l'idée de la défaite de la France. Parce que moi, je ne vois pas ça comme une défaite, en fait, la décolonisation. Il faut qu'on se mette d'accord, en fait, parce que c'est aussi une victoire. Oui, non, mais je pense que c'est très important, et ça questionne, en fait, l'appartenance. Parce que très souvent, on se laisse piéger par une certaine appartenance, c'est-à-dire, je suis français, la France perd, donc je perds. Mais moi qui suis français, je vois cette décolonisation comme une victoire d'autres, en fait. Non, mais je sais, mais c'est très important de l'enseigner comme ça. C'est la victoire de l'égalité, c'est la victoire du respect des êtres humains qui luttent. Et on doit dire aux enfants qu'effectivement, il faut toujours être prêt pour défendre la liberté et l'égalité. Pour ce qui est, encore une fois, de cette appartenance encore à des catégories liées à la couleur de la peau, mais c'est tout à fait compréhensible, parce que ça a duré des siècles. La grande majorité des personnes, encore une fois, qui se disent faisant partie d'une identité liée à la couleur de la peau, ne connaissent pas l'histoire de cette construction identitaire. Et donc, moi, je pense que la première des choses, quand vous dites « je suis blanc, je suis noir, je suis autre », c'est se poser la question, mais en fait, pourquoi je me catégorise comme ça ? D'où ça vient ? Parce qu'il fut un temps, encore une fois, les hommes et les femmes n'appartenaient pas à ces catégories. Et je rappelle que ces catégories ont donné naissance à des projets politiques comme la ségrégation, comme l'apartheid. Et nous sommes en 2020. Le dernier pays où est-ce qu'il y a eu des lois liées à la couleur de la peau et des lois racistes, c'est l'apartheid. C'est tout près de nous, en fait. Et donc, c'est tout à fait normal que, de façon inconsciente, on reproduit des schémas de hiérarchie. Ça peut être des non-dits, ça peut être inconscient, ça peut être conscient. Et moi, j'avais la chance de discuter parfois avec Françoise Héritier. Et elle me disait souvent, Monsieur Thuram, tous les jours, je fais attention à ne pas avoir des préjugés racistes. Et en fait, beaucoup de personnes dans notre société pensent qu'être raciste, c'est être méchant. Mais non. Dans l'inconscient, dans votre inconscient, dans vos non-dits, dans vos regards, vous portez cette histoire. Nous portons cette histoire. Parce que, encore une fois, nous avons été éduqués dans ce sens. Et tant qu'on ne prendra pas conscience de cela, eh ben on va reproduire des schémas. Vous savez, c'est exactement le même schéma de la relation entre les hommes et les femmes. Hein. Depuis la nuit des temps, on a éduqué les hommes à se penser supérieurs, et encore aujourd'hui, il y a ces problématiques. Et donc, nous devons
simplement y réfléchir pour voir comment on peut passer à autre chose. Mais très souvent, on nie la chose. On nie la chose. Et encore une fois, peu importe votre couleur de peau, vous avez été éduqué à être dans des catégories et à faire des hiérarchies selon ces catégories. Moi, je suis antillais, et aux Antilles, on disait à ma mère qu'il était préférable d'avoir un mari qui aurait la peau claire de peau pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. Donc, aux Antilles, aujourd'hui, en 2020, il y a des enfants qui pensent qu'être blanc, c'est mieux. C'est ça le racisme, hein. C'est « je suis mieux ». C'est tout. Mais ce sont des habitudes. Et comme quand on vous dit « vous êtes mieux », c'est super intéressant quand même. Pour l'estime de soi-même, c'est très rapide. Et donc, discuter de ces sujets, faire comprendre que la colonisation s'est basée sur cette idéologie, c'est très important de comprendre. Sinon, on ne peut pas s'en sortir, voilà. Et Sandrine, puisqu'on ne va pas faire la 5e vague de questions, j'ai perdu au niveau du timing, vous avez gagné avant de laisser la parole à la salle. Sandrine, je vais te poser une question qui est exactement l'inverse de ce que vient de dire Lilian. Et tu l'as vécu sur le sol... Non, mais c'est intéressant parce que tu l'as vécu sur le sol de la Martinique. Et tu nous as tous représentés, puisque tu as été à un débat au moment où les statues étaient démontées en Martinique, et Sandrine a accepté d'aller faire un débat en Martinique, notamment avec plusieurs interlocutrices et interlocuteurs, et notamment des jeunes filles d'une des associations qui avaient démonté les statues. Et elle s'est retrouvée, je ne vais pas tout dévoiler, parce que c'est toi qui vas le dire, confrontée à une vraie difficulté de parler d'histoire face à ces interlocutrices et interlocuteurs, mais surtout je vois juste que tu termines là-dessus pour qu'on donne la parole à la salle, parce que c'est aussi l'exemple très complexe par rapport à ce que vient de dire Lilian. Comment transmettre l'histoire de manière très concrète quand tu es en train de parler de ça face à des gens? Ben, vas-y, raconte. T'as une minute. Hein. Oui. Alors en fait, ça fait la synthèse de tout ce qui a été dit sur le problème de transmission de cette histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime qu'à l'école, on ne l'a pas appris suffisamment ou qu'on n'y a pas assez consacré de temps. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la concurrence de ces mémoires. Par exemple, pendant très longtemps, pour la Deuxième Guerre mondiale, il était très compliqué d'enseigner cette histoire. Et donc, on a enseigné l'histoire du mythe résistentialiste. Il y a plein d'enseignants qui savent ce dont on parle. Donc, c'était la France unanimement résistante derrière le général de Gaulle. Et c'est seulement en 2003 qu'on a commencé à dire « Ah bah oui, mais bon, il y avait aussi la France de Vichy, les collaborateurs, etc. » Et on pensait que ça allait soulever des générations d'enfants. Et en réalité, on voit bien, ça n'a rien soulevé du tout. Et les enfants sont très contents aujourd'hui d'apprendre que... Enfin, très contents... moyen, mais ils sont, en tout cas, ça ne soulève pas des tas de manifestations en France. Et donc, en fait, je dirais que on en est là pour l'histoire coloniale et l'histoire des décolonisations. Très exactement. C'est-à-dire qu'on a des décideurs. Je ne sais pas si on a des gens qui font partie de ce comité absolument sombre. On ne sait pas du tout qui en fait partie, qui font les programmes scolaires dans la salle. Mais si c'est le cas, écoutez-moi. Nous aimerions bien qu'effectivement, il y ait un petit peu plus de histoire coloniale, histoire décoloniale, histoire de l'immigration aussi dans nos programmes, pour que chacun y trouve sa place, qui éviterait, là je rejoins la question de Pascal, ce qui éviterait que je me retrouve face à des jeunes, d'où qu'ils soient, peu importe, en l'occurrence c'était en Martinique, qui refusent l'histoire. Mais quand je dis refuser, c'est un refus catégorique. C'est-à-dire qu'on m'a rétorqué, du haut de 18-19 ans, vous ne racontez pas l'histoire, vous racontez que des mensonges. Ce n'est pas l'histoire. Parce que l'histoire, c'était celle que elles avaient reconstituée. Et là, ça rejoint effectivement ce que disaient Nicolas et Catherine, que on s'enfonce dans des brèches de reconstitution historique, mémorielle, à partir d'une source pas toujours judicieuse, pas toujours basée sur un travail réellement scientifique. Et pour le coup, on a des jeunes qui, aujourd'hui, sont en opposition et qui ne sont pas du tout dans le dialogue, pas du tout. Je peux vous le dire, pour l'avoir vécu, où vous ne pouvez pas faire passer quoi que ce soit, y compris d'événements historiques réels, pour faire avancer la cause. En l'occurrence, on parlait des boulonnages de statues. Et donc là, je pense qu'on est à un moment où c'est effectivement très dangereux de considérer qu'il vaut mieux mettre cette histoire sous le tapis, sinon c'est du communautarisme, c'est très dangereux, ça risque de fracturer la société française. Non, on en est déjà là.
Elle est déjà fracturée. Et donc, si on ne pense pas qu'effectivement, amener de la connaissance réelle, précise, essayer de dialoguer, c'est ce qui peut faire avancer les choses, alors on a perdu le combat. Donc, si on a des décideurs politiques qui sont là, s'il vous plaît, écoutez cela. Toi, tu parlais à un ministre de l'Éducation nationale qui a fait une vidéo. Tu viens de faire ta vidéo, on va lui envoyer. Juste deux précisions. Vous avez quelques questions que vous pouvez poser. Je vais en prendre 4, j'en suis désolé, mais après... Les organisateurs du festival ont fait quelque chose de, je trouve, très intéressant, c'est qu'on sera juste en face à l'antenne universitaire. Il suffit de traverser, d'aller à gauche 23 mètres, de passer à droite 15 mètres pour nous retrouver. On aura à la fois nos livres, le livre de Lilian, les nôtres, décolonisation, et on pourra aussi répondre à des questions plus précises. On est là-bas pour ça pendant 1 heure après. C'est ce qu'on s'est dit avec les organisateurs. Qui a une question, il faut qu'il parle fort. Il n'y a pas de micro pour la salle. Allez-y, parlez fort s'il vous plaît, c'est la seule chose. Bien sûr. Savoir que l'on peut trouver dans les manuels scolaires et celui qui est réellement enseigné. Moi, je suis fils de combattants d'Algérie. Ça fait longtemps que j'ai pris la question algérienne et que je la traite dans mes classes avec le programme et sans doute jamais avec les manuels. Deuxième remarque, je voudrais savoir ce que M. Thuram et les autres pensaient du lien qu'on peut faire entre la révolte des Antilles et le mouvement pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Est-ce qu'on fait automatiquement le lien entre ces révoltes aux Antilles et la décolonisation, ou bien est-ce qu'il serait aussi possible de le faire avec ce qui se passe dans les universités américaines ou dans les villes aux États-Unis? Parce qu'il y a concomitance de temps et d'époque. Je pense que c'est ça le sens de votre question. Est-ce que Lilian, tu veux répondre là-dessus ou pas? Cette question, et d'autres aussi, mais... Tu as répondu. Moi, je pense que de toute façon... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que très souvent, on essaye de cloisonner les choses. Et on voit que c'est partout dans le monde qu'il y a une demande plus d'égalité. Et donc, effectivement, oui, c'est ce que les jeunes demandent, c'est de la reconnaissance. Et cette reconnaissance traduit une souffrance. Mais c'est pas nouveau, en fait, hein. C'est-à-dire que dans les années 60, ça existait déjà. Dans les années 40, ça veut dire les personnes qui sont opprimées dans une société où ils se sentent opprimés, mais demandent plus d'égalité à cette société-là. Voilà. Il me semblait difficile de parler de décolonisation à propos des Antilles, dans la mesure où les populations blanches et noires sont arrivées de manière concomitante. Donc vous parlez de là maintenant ou de là en 1967 ? Je vais me permettre de dire une chose. Venez nous retrouver, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous n'avez pas regardé le film mardi soir. Je pense qu'il faut analyser le fait qu'un avion avec tous les leaders nationalistes guyanais s'écrase, par exemple, et qu'on se pose encore la question de comment, et le fait que tous les leaders polynésiens sont en prison à la santé, et le fait que la répression va frapper pendant 15 ans la Guadeloupe et la Martinique sur les partis indépendantistes, c'est un peu plus compliqué. Je l'ai dit un jour à Lilian, on était en interview, et il n'a pas réussi à répondre. Il est resté silencieux. Je lui ai dit, t'as pas réussi à être indépendant, donc, comme les Cubains. D'accord? Moi, je suis pour rien, mais j'étais pas né. Il n'était pas né. Il m'a répondu ça, il s'en est sorti avec une pirouette, je n'ai pas pu le mettre dans le film. Mais il n'était pas à l'aise sur la question, parce que, je vous assure, on serait actuellement, par exemple, en Guadeloupe, en Martinique, où il y a un parti indépendantiste et autonomiste et héritier de Césaire, on serait en Guyane, où on serait à La Réunion, avec Paul Vergès, le père de Françoise qu'on connaît bien, et l'histoire du nationaliste du Parti communiste réunionnais, il ne vous raconterait pas du tout la même histoire. Ils ont perdu. Dans le rapport de force, ils ont perdu. Pour eux. Je ne parle pas peut-être que le reste de la population n'était peut-être pas d'ailleurs majoritaire. Nico le dit très souvent, toute la majorité de la population réunionnaise ou martiniquaise n'était peut-être pas indépendantiste, mais ceux qui l'étaient indépendantistes. Ils ont perdu le combat de l'indépendance face à la République française. En termes de conflit politique, ils n'ont pas eu l'indépendance. Donc, il y a un débat là-dessus, vous voyez? Je pense que c'est un peu plus complexe. Deuxième question. La remarque du collègue, c'était que ça pouvait être difficile de parler de décolonisation à partir du moment où la colonisation de l'île s'était faite de manière concomitante. Mais la Réunion, qui était habitée par personne, a eu le parti le plus indépendantiste de tous, avec le Parti communiste réunionnais, puisque personne n'habitait la Réunion au début. C'est que les populations qui sont arrivées de l'ailleurs. Deuxième question. Vous êtes où?
Allez-y, parlez fort, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Bien sûr. Quand vous dites les autres, c'est d'abord les Mélanésiens et les Européens. Et plus que les Européens, puisqu'il y a aussi les descendants de ceux qui étaient au bagne. Ce qui forme une palette de population, et même les Asiatiques, puisqu'ils représentent aujourd'hui 3%, je crois, de la population. Qui veut répondre sur la Nouvelle-Calédonie, le référendum de ce week-end? Si personne se lâche, je le fais. Hein, donc, non, vas-y, Nico, tu es à l'aise dessus. 53, je rappelle, 53,3% pour le non à l'indépendance ce week-end. Ben, ça nous montre bien que les situations sont extrêmement diverses et extrêmement compliquées. Je veux dire, voilà, on a un référendum qui est, je pense, démocratiquement valide. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus, comme on en avait de très nombreux dans les élections sous les colonies. Et là, il y a un rejet de l'indépendance. Est-ce que ça correspond à... Et là, on voit que ce désir de rester dans la France, enfin, dans l'orbite française, on va dire, ça pose la question justement de qu'est-ce que c'est qu'une dépendance ? Comment elle se construit, une dépendance ? Elle se construit bien sûr par la dépendance économique, elle se construit aussi par la dépendance, je dirais, personnelle, psychique des individus à des formes, soit qui les fascinent, soit qui les enferment. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, qui connaît un des plus forts taux de chômage de tous les territoires français, pourrait se passer de l'aide massive que lui offre la France en termes de rente sociale, accès au chômage, enfin accès à l'indemnisation du chômage, etc. Ça crée une dépendance. Hein, on peut le regretter, on peut trouver ça terrible, mais ça crée une dépendance. Est-ce que, là aussi, le fait que les liens bilatéraux entre la France et la Nouvelle-Calédonie soient si puissants, c'est-à-dire qu'il y ait des importations tellement importantes de la France, que le modèle français se soit aussi imposé comme une forme culturelle qui est désirable et qui a été désirée pendant très longtemps même par les élites kanakes, est-ce que ça aussi, ça ne crée pas une forme de dépendance très importante qui peut expliquer ce résultat ? Il me semble que l'évolution de la Nouvelle-Calédonie depuis une trentaine d'années, ça a été d'affirmer justement la souveraineté d'une forme de culture qui n'est plus une culture dépendante de la France. On voit qu'aujourd'hui, dans ce référendum, eh bien cette évolution ne suffit pas à provoquer un désir suffisamment puissant pour qu'une majorité l'emporte. Donc voilà, on voit que les situations sont très différentes et je crois qu'il faut rester concentré sur la complexité des choses. Ce n'est pas seulement une division entre des communautés, c'est aussi tous les processus que je viens d'évoquer qui jouent dans la production de ce résultat. Dernière question. Pascal, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose ? Monsieur Thuram, vous avez le droit, je vous autorise, vous pouvez. Non, mais comme la Nouvelle-Calédonie, comme la Guadeloupe ou la Martinique, il faut se poser la question à savoir, est-ce qu'il est juste que la France perde ses territoires aussi ? Parce que très souvent, on ne pose la question que par le biais des populations qui ont tout intérêt à être français ou pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces territoires rapportent à la France ? Parce qu'avec ces territoires, la France est la deuxième puissance maritime. Au monde. OK. Donc ça aussi, il faut se poser la question, pourquoi la France n'a pas intérêt aussi à perdre ces territoires ? Ça, c'est très important. Voilà. Merci pour cette précision, monsieur le professeur. Dernière question, allez-y, monsieur. Je suis désolé pour les autres, mais je vous dis, on est juste en face, 100 mètres, antenne universitaire pendant 1 heure. Allez-y, parlez fort. C'est la nouvelle génération, Catherine. Ils sont incisifs, ces petits jeunes. Vous avez raison d'être dubitatif, d'autant plus que je ne suis pas spécialiste de la guerre de 14 et que donc je repose sur des sources peut-être que j'aurais dû vérifier pour le dire. Mais juste pour préciser quelque chose, je voudrais... Ceci étant, et on a des témoignages qui, dans un certain nombre de régiments, je suis
prudente, les troupes coloniales ont été utilisées devant. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toujours été utilisées devant. Et sur le plan de la mortalité a été très élevée partout. Ce n'est pas pour dire que les autres n'ont pas été tués, donc dont acte. Mais j'en profite pour introduire une anecdote. J'ai été très intéressée par ton expérience en Guadeloupe. Moi, je l'ai eu d'une façon beaucoup plus modeste dans un lycée professionnel dans la banlieue parisienne, où j'étais invitée pour parler dans une classe de terminale, je crois, de l'esclavage. Et c'était une classe qui était quasiment uniquement de jeunes noirs. Et le représentant de la classe, un grand baraqué impressionnant, est venu me voir au début en disant « Madame, vous n'avez pas à être là. C'est pas votre histoire, c'est la nôtre. » Je lui ai dit « Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais puisque je suis là, je vais quand même parler, puisque je ne vais pas m'en aller. » Donc j'ai parlé pendant 2 heures de tout, justement, de tout, sans aucun tabou. Et il est revenu, le même, après 2 heures, en me disant « Madame, il faut reconnaître que vous avez de la largeur d'esprit. » C'est-à-dire qu'on avait pu dialoguer, en fait. Non, mais je trouve que c'est très bien. Sur la chair à canon, on vient de faire un colloque, c'est marrant, avec Nicolas, c'était jeudi, sur ce sujet justement, où justement ce terme a été beaucoup abordé. Je partage à la fois votre point de vue. Je reprécise juste une chose. Je vous rappelle que les tirailleurs sénégalais n'étaient que 6 mois au front, comme les Goum marocains, à cause du froid. Donc les chiffres des morts se ramènent à une présence 2 fois plus faible au front. Ça veut dire qu'il y a donc 2 fois plus de morts quand les pourcentages sont les mêmes pour le taux de pratique et de présence au front. C'est les derniers travaux qui sortent. Et là, on était... Ouais, mais ils sont morts de maladie aussi. J'allais finir. Et ce que nous ont expliqué beaucoup d'historiens militaires sur leur corps, beaucoup aussi sont morts de maladie, 2 fois de tuberculose. Donc, mais la notion de chair à canon, elle peut être aussi très philosophique. Que faisait-il dans cette guerre qui n'était pas la leur ? Donc c'est très compliqué. En tout cas, on va terminer par ce complexe qui prouve que l'histoire est compliquée. Merci à tous, merci à tous les 4. Merci beaucoup. Merci 1000 fois. On est donc juste en face, à l'antenne universitaire. Vous sortez, vous nous retrouvez là.